Bonjour à tous et bienvenue à la webconférence Cyborg sur les actualités Pay. Nous allons passer une petite heure ensemble et cette session sera présentée par Nora Khelif, responsable des opérations chez Cyborg. Tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions dans la zone de chat située juste à droite de votre écran. Nous y reviendrons en fin de conférence. Alors pour commencer, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, je vais vous présenter rapidement la société Cyborg. Donc en quelques chiffres, Cyborg c'est une société de services et d'intégration de solutions de gestion depuis plus de 35 ans. En 2023, nous avions un chiffre d'affaires de 86 millions d'euros pour 560 collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes présents sur tout le territoire français avec 13 agences ainsi que 2 agences à l'international. Donc notre objectif principal, c'est de vous apporter la meilleure qualité de service et un accompagnement complet dans chacune des phases de vos projets. Donc nous vous proposons des services de conseil, d'intégration de solutions de gestion, d'assistance, d'hébergement cloud ou encore du développement spécifique via la factory. Je laisse maintenant la parole à Nora pour débuter ce webinaire. Bonjour Nora. Merci Capucine. Donc, merci pour votre participation à ce webinaire. Au sommaire, nous allons aborder d'abord dans un premier temps les réformes qui ont été votées par la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale. Donc, on est sur un calendrier un peu atypique où on abordera des actualités juridiques et les impacts un peu au niveau des pays. Et en deuxième partie de la présentation, nous ferons un focus sur le CRM et la norme NeoNRS. Qu'est-ce que cette norme? Quel est le calendrier de mise en place de cette norme pour cette année et ce jusqu'en 2028-2029? Nous terminerons sur un focus sur des anomalies qu'on estime importantes et qui ont un impact directement sur les droits des collaborateurs et pour lesquels des corrections sont amenées rapidement et peuvent être amenées. Alors, on commence par l'actualité juridique et la loi de finances 2025. Tout d'abord, on va commencer par l'exonération sociale et fiscale des pourboires. Donc là, on est dans dans la prolongation d'un régime de faveur et qui prendra fin au 31 décembre 2025. Les salariés qui vont être concernés par cette réforme sont essentiellement des salariés qui sont en contact avec la clientèle, notamment le HCR, le café, restaurant et hôtellerie, mais également certains d'autres secteurs d'activité qui proposent des pourboires, les coiffeurs, les taxis, le théâtre, les casinos. Donc, tous les salariés qui vont percevoir une rémunération inférieure à 1,6 SMIC, la loi de finances 2025 donc, énonce que les pourboires remis par les clients sont exonérés de cotisations et de contributions sociales, ainsi que d'impôts sur le revenu. Les frais de transport domicile, lieu de travail, donc prolongation également du régime de faveur jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, c'est la possibilité pour les employeurs du secteur privé de bénéficier sur la fraction de prise en charge allant de 50 à 75% du même régime social et fiscal que pour la prise en charge obligatoire de 50%. Alors, pour rappel, la tolérance du boss est toujours en vigueur, à savoir que la prise en charge de l'employeur, si la prise en charge de l'employeur excède le montant de la prise en charge obligatoire, cette part de prise en charge facultative est exonérée dans la limite des frais réellement engagés. Alors, pour illustrer un peu cette réforme qui a été votée donc là au mois de février et pour lequel des régularisations des payes de janvier sont à faire sur les bulletins de paye, on s'appuie sur le logiciel de paye Silae. Pour les clients qui ne sont pas équipés de Silae, je vous invite à vous rapprocher de votre interlocuteur habituel. Donc là, en termes de paye, donc la loi de finances donc, a été publiée le 15 février 2025. Et donc, du coup, depuis le 15 février 2025, c'est l'application de cette réforme sur les frais de transport domicile lieu de travail. Donc, lorsque les bulletins de paye de février
ont été calculés ou ceux de mars si vos payes de février ont été validées avant la publication au journal officiel. Donc, sur le bulletin de paie, vous retrouverez des lignes de régularisation des forfaits mensuels de transport avec qui spécifient bien la période de régularisation, à savoir janvier 2025 ou février si vous avez fait ça au mois de mars. Le rachat des jours, demi-journée de repos acquis au niveau du RTT. Donc, idem, prolongation du régime de faveur qui prendra fin au 31 décembre 2025. On est dans le même régime social et fiscal de faveur que les heures supplémentaires, à savoir une exonération salariale des cotisations sur les heures supplémentaires de 11,31, l'exonération d'impôt dans la limite de 7 500 € par an et enfin la déduction forfaitaire patronale selon l'effectif de l'entreprise. Pour le bassin, la réforme sur les bassins d'emploi à redynamiser et les zones France de ruralité revitalisation. Donc pareil, c'est une prolongation de faveur jusqu'au 31 décembre 2025. Donc du coup, alors que fait cette réforme? C'est que depuis le 1er juillet 2024, on ne parle plus de ZRR, mais de ZFRR. Là, on attend l'arrêté, la liste des communes. Donc certaines communes ont été classées autrefois ZRR, n'ont pas été reclassées en ZFRR. Donc là, si vous êtes concerné, ça a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2025 et pour la BERE sous condition pour une certaine durée et le 31 décembre 2027 est la date limite d'implémentation des sociétés dans ces zones franches. La taxe d'apprentissage pour les mutuelles, pour les sociétés de mutuelles. Donc les mutuelles qui sont régies par les livres 1er et 3e du Code de la mutualité et qui faisaient partie de la liste des employeurs qui n'étaient pas redevables de la taxe d'apprentissage le deviennent depuis le 1er janvier 2025. Donc elles sont soumises aux mêmes règles que les structures de droit commun. Cependant, les rémunérations qui sont versées à leurs apprentis sont exonérées de cette taxe, quel que soit l'effectif de la mutuelle. Alors pour cette partie-là, on attend encore des précisions de décret de mise en application et notamment sur la date d'application. Est-ce que c'est le 1er janvier ou est-ce que c'est au lendemain la publication au JO de la loi de finances? Donc là, il y a des précisions encore qui sont en attente. Alors, une nouveauté dans la loi de finances qui va être le versement mobilité régionale, donc qui est à partir de la date de la parution des circulaires, donc pour toutes les régions de France, hors Île-de-France et Corse comprise. Les régions vont pouvoir instaurer un versement mobilité pour les entreprises de moins 11 salariés. Donc l'objectif de ce versement est de financer les infrastructures de transport et le taux de ce versement est plafonné à 0,15% des rémunérations soumises à cotisation sociale. Alors pareil, on attend encore des décrets de mise en application parce que certaines régions ont déjà du versement mobilité. Est-ce que ça vient en plus du versement mobilité actuel ou est-ce que ça le remplace ou ça le complète en plafonnant à un taux des 0,15? On attend encore toutes ces précisions qui n'ont pas été mises à disposition. Dès qu'elles le seront, on vous tiendra informé. Alors, le retour de l'allocation partielle longue durée, mais cette fois rebond. Donc ça, c'est une nouveauté. Elle est destinée à assurer le maintien dans l'emploi des salariés dans les entreprises qui sont confrontées à une réduction d'activité durable et qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité. Donc là, on attend pareil un décret qui va paraître rapidement pour fixer les modalités de mise en œuvre et déterminer notamment le niveau des indemnités et des allocations versées aux salariés à l'entreprise. Alors, d'ores et déjà, le gouvernement a annoncé une prise en charge partielle des salaires par l'État et l'UNEDIC avec une reste à charge de l'employeur de 15% dans la limite de 40% du temps chômé.
Alors, on ferait prélèvement à la source, nouvelle grille de taux neutre qui sera mis à dispo à compter du 1er mai 2025. On fait un petit focus ici, juste un rappel sur les termes en termes de prélèvement à la source, de retenue à la source et de taxes sur les salaires. Donc, le prélèvement à la source, donc c'est l'employeur qui doit mis en place l'impôt sur le revenu et qui va appliquer le taux passe personnalisé qui est transmis par l'administration fiscale. S'il n'y a pas de taux passe transmis par l'administration fiscale, c'est le taux neutre qui est appliqué. La retenue à la source, elle concerne tous les salariés versés à des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France, qui travaillent en France mais qui ne sont pas domiciliés en France. Et enfin, la taxe sur les salaires qui est due par les employeurs qui emploient des salariés qui ne sont pas soumis à la TVA ou qui sont établis en métropole ou dans les DROM. Alors, la nouvelle grille des taux neutres s'appliquera aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er mai 2025. Et les tranches du barème de la taxe sur les salaires et de la retenue à la source, elles sont révisées tous les ans et revalorisées en corrélation avec le barème de l'impôt sur le revenu. Actualité, donc toujours la loi de finances, la loi de finances et de financement de la sécurité sociale 2025. Petite actualité juridique et le premier qui n'est pas neutre, qui est l'allègement général, l'allègement des cotisations patronales, réduction générale des cotisations patronales ex-loi Fillon. Donc là, il y a une nouveauté depuis le 1er janvier 2025 qui est l'intégration de la prime prime de partage de valeur qui est versée ou affectée à un plan d'épargne. Donc cette prime de partage de valeur, elle va rentrer dans le calcul du coefficient de la réduction générale des cotisations et elle va rentrer également dans l'assiette de la réduction, c'est-à-dire dans les revenus d'activité pris en compte pour le calcul du montant de l'exonération. Alors, on attend encore les décrets de mise en application, parce que quel est le SMIC qu'on va retenir aujourd'hui dans cette formule pour le calcul du coefficient et quid des salariés déjà sortis. Donc là, les décrets viendront préciser sur certains points et il se peut, alors c'est pas encore acté, mais il se peut qu'il y ait une période de tolérance, notamment pour les salariés sortis. L'objectif, c'est qu'en 2026, il est prévu d'une refonte générale de la réduction générale de cotisation patronale et d'une suppression des deux autres allègements, c'est-à-dire l'allocation familiale et l'allocation maladie. Toujours sur cette partie-là, donc l'allègement généraux des cotisations patronales et l'abaissement des réductions d'éligibilité aux réductions de taux allocation familiale et allocation maladie, assurance maladie, pardon, donc sont éligibles au taux réduit les rémunérations inférieures à 2,25 SMIC au lieu de 2,5 SMIC qui était auparavant. Et pour l'assurance maladie, on passe à 3,3 SMIC, pardon, 2,25 SMIC pour l'assurance maladie au lieu de 2,5 et 3,3 SMIC pour les allocations familiales au lieu de 3,50. Donc, il reste une question toujours en suspens, c'est quel est le taux de SMIC à prendre en compte pour la détermination de ces plafonds. Donc, la doctrine sociale se positionne en général en faveur pour le SMIC qui est applicable au 1er janvier 2025. On attend le décret sur ce sujet. L'exonération apprentie pour les contrats conclus au 1er mars à compter du 1er mars 2025. Donc là, une des nouveautés pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er mars 2025, c'est que la limite d'exonération des cotisations salariales est abaissée à 50% du SMIC. Et la fraction de salaire des apprentis qui excède du coup les 50% du SMIC est assujettie à la CSG-CRDS, alors qu'avant elle était exonérée en totalité. Tous les contrats d'apprentissage qui ont été conclus avant le 1er mars 2025, eux par contre, continuent d'appliquer des exonérations salariales dans les mêmes
conditions antérieures. Alors, quelques points en suspens où on attend des précisions de la part de l'administration sociale et fiscale, c'est quid de la taxe sur les salaires qui se base sur l'assiette de la CSG-CRDS, quid du forfait social à 8% et quid de la déductibilité de la CSG-CRDS. Alors, pour ceux qui sont équipés de SILAE, au niveau de SILAE, vous avez une date de signature de contrat. C'est cette date-là qui est importante et qui a bien renseigné pour permettre de gérer les contrats qui ont été conclus avant le 1er mars et ceux qui seront conclus après le 1er mars 2025. Cette date de signature, si elle n'est pas complétée, le système se basera sur la date du contrat du collaborateur. L'exonération TODE pour le secteur agricole et jeunes entreprises innovantes et jeunes entreprises de croissance. Donc l'exonération de la TODE pour le secteur agricole, donc il y a 2 nouvelles catégories d'employeurs qui se rajoutent à cette liste, qui sont les coopératives d'utilisation du matériel agricole et les coopératives de conditionnement des fruits et légumes. Pour les exonérations des jeunes entreprises innovantes ou de croissance, ces entreprises doivent réaliser des dépenses de recherche représentant au moins 20% des charges pour la jeune entreprise innovante et entre 5 et 20% des charges pour la jeune entreprise de croissance. Donc, pérennisation des modalités d'application de ces exonérations en dehors de ces nouveautés. Donc, pas d'impact de la prime de partage de valeur dans la prise en compte des rémunérations pour le calcul de cette exonération. Le taux de la contribution patronale sur les actions gratuites. Donc ça, c'est une nouveauté au 1er mars 2025. Donc l'attribution d'actions gratuites permet aux sociétés d'octroyer gratuitement à leurs salariés ou dirigeants des actions, tout en bénéficiant du régime social et fiscal de faveur. Donc la loi de finances et de sécurité sociale relève le taux de 20% à 30% à compter du 1er mars 2025. Donc nouveau taux applicable au moment de l'acquisition définitive de l'action. Alors, nouveau mode de calcul pour le calcul de l'effectif sans sécurité sociale, et ce depuis le 1er janvier 2025. Donc, petit rappel, précédemment, les salariés qui étaient mis à disposition par un groupement d'employeurs étaient comptabilisés dans l'effectif du groupement et non dans l'entreprise d'accueil. Il a été décidé de modifier ce mode de calcul de l'effectif car il a un impact sur le FNAL, le versement mobilité et le forfait social. Donc, à compter du 1er janvier 2025, les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs ne sont pas pris en compte dans l'effectif de ce groupement d'employeurs, sauf pour l'application des dispositifs relatifs à la tarification des risques AT, les maladies professionnelles. Au niveau des entreprises d'accueil, les salariés mis à disposition par un groupement d'employeurs ne sont toujours pas pris en compte. Donc, ce qu'il faut noter, c'est que les effectifs de référence restent toujours ceux transmis par les organismes et notamment l'URSSAF. Ces derniers sont réceptionnés via les CRM 118 et directement intégrés à SILAE. Alors, un petit point d'attention qui nous a été remonté, c'est qu'il y a un retard par le GIP MDS dans la mise à disposition des CRM 118 qui portent sur les effectifs. La situation est en train d'être débloquée et ils communiqueront sur le sujet. Et le déblocage, vous pourrez le voir directement sur Net Entreprise. Les taux AT maladies professionnelles, donc toujours en attente des nouveaux taux AT. Et ces taux de cotisation sont déterminés par la CARSAT et ces cotisations patronales versées chaque mois, ils couvrent les risques maladies professionnelles, accidents de travail, dont les accidents de trajet. Donc les arrêtés fixant pour 2024 les majorations continuent à s'appliquer jusqu'à la publication des nouveaux arrêtés. Les nouveaux taux pour 2025 seront généralement publiés après l'entrée en vigueur de la loi de finances de sécurité sociale. Donc là, ça sera au 1er mai 2025 qui seront mis à disposition. Alors, d'autres nouveautés qui n'ont pas d'impact en paye, mais pour lesquelles on souhaitait vous les partager, c'est les aides aux apprentis et les contrats conclus à partir du 24 février 2025. Donc, aide unique pérenne pour les contrats conclus
à partir du 24 février 2025 pour les entreprises de moins de 250 salariés, qui est de 5 000 € ou 6 000 € pour une personne qui est reconnue travailleur handicapé. Réactivation de l'aide exceptionnelle pour les contrats conclus du 24 février 2025 au 31 décembre 2025, 5 000 € pour les entreprises inférieures à 250 salariés, 2 000 € pour les entreprises supérieures ou égales à 250 salariés et 6 000 € pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé. Alors, pour rappel, un employeur qui perçoit déjà une aide pour un salarié ne peut pas demander une nouvelle aide pour un nouveau contrat avec le même apprenti pour la même certification professionnelle. Alors, réforme également des IJSS, diminution de l'indemnisation des arrêts maladie. Donc ça, c'est une nouveauté du décret, et le décret a été voté le 20 février 2025. À partir d'avril, et tous les arrêts qui vont débuter à partir d'avril, du 1er avril 2025, se verront diminuer le calcul des IJSS. Donc cette diminution du montant des IJSS maladie aura un impact au niveau des entreprises, des salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté, des prévoyances, parce que la charge, le coût du complément sera plus important pour l'employeur. Abaissement du plafond pris en compte pour le calcul des IJSS maladies non professionnelles de 1,8 à 1,4 fois le SMIC. Et cette réforme, comme précisé, elle s'applique à tous les arrêts de travail prescrits à partir du 1er avril 2025. Tous les arrêts prescrits avant cette date restent indemnisés dans les mêmes conditions, dans les conditions avant le 1er avril 2025. Nouveauté sur le calcul des avantages en nature pour l'année 2025. Donc, une augmentation donc en 2025 des évaluations forfaitaires pour les véhicules mis à disposition à partir de février 2025. Donc, l'évaluation, elle est sur deux options, c'est-à-dire soit sur la base des dépenses réellement engagées, donc là, pas de modification, soit sur la base d'un forfait annuel. Et là, c'est une modification qui a été apportée au 1er février 2025, hausse des pourcentages appliqués. Donc, l'impact de l'arrêté 2025 sur l'évaluation forfaitaire, donc toujours sous réserve de confirmation, il faudrait distinguer deux règles d'évaluation forfaitaire selon la date de mise à disposition du véhicule. Application des nouvelles règles pour l'avantage en nature lié à un véhicule mis à disposition à partir de février 2025. Application des anciennes règles pour l'avantage en nature lié à un véhicule mis à disposition avant février 2025. Donc, il y aura toujours l'application des règles dérogatoires pour les véhicules qui fonctionnent au moyen d'énergie électrique, et ce jusqu'au 31 décembre 2027. Une fois qu'on a vu donc tous les impacts l'actualité légale paye sur cette loi de finances et loi de finances et de financement de la loi de la sécurité sociale, là l'idée c'est de faire un focus sur les nouveaux outils aujourd'hui de remontée d'anomalies qui s'appellent les CRM, et sur la réforme et la norme NEORES, et avec la répétition générale du CRM 124 sur l'année 2024. Et l'objectif, c'est d'avoir des DSN de substitution en 2026 sur les données 2025. Alors, la fiabilisation des DSN, un petit focus juridique et au niveau des opérations. En fait, en juillet 2023, il y a eu un rapport du Sénat qui a fait une étude, qui a pris des échantillons de DSN et de données DSN. Ils ont pris un échantillon de plus de 500 000 données. Et dans les 500 000 données, il y avait 10% d'erreurs sur des données liées à l'identification des salariés. Et plus de 7% des erreurs liées à des données agrégées. Alors, dans les données agrégées, on entend notamment les bases de cotisation, les bases plafonnées, les bases déplafonnées. Donc, suite à ça, et surtout aux données de fiabilisation des collaborateurs, des données des salariés, d'identification des salariés, ça a un impact sur leurs droits.
C'est-à-dire que maintenant, les DSN, les données DSN circulent auprès de beaucoup d'organismes et du coup, les droits des salariés sont calculés à partir des données DSN. Donc là, il me dit, bon, bah, pour permettre en fait de stabiliser, de fiabiliser ces données et de garantir en fait la fiabilité des données, ils préconisent en fait deux gros chantiers. Ils ont mis deux gros chantiers pour renforcer la qualité de ces données. C'est la possibilité d'émettre une DSN à l'URSSAF, d'émettre une DSN de substitution et d'instaurer une labellisation des logiciels de paye. Donc les deux chantiers sont en cours, les deux ont été votés et acceptés et sont en cours. Et donc, on est depuis mars 2024. Le premier chantier, c'est la feuille de route de l'URSSAF. Donc, depuis mars 2024, l'URSSAF a renforcé la qualité des données déclarées pour par les employeurs, pardon. Et l'idée, c'est de garantir l'exactitude des droits pour les salariés. En parallèle, il y a deux instances qui ont été créées depuis décembre 2023 et janvier 2024. L'instance de la MITS, Mission interministérielle de données sociales, et du CSQ, comité chargé de la simplification et de la qualité des déclarations des données sociales. Et conjointement avec le groupement d'intérêt public de modernisation des données sociales, ils ont pour objectif de simplifier les démarches déclaratives, de fiabiliser les données sociales en mettant en œuvre un référentiel unique de contrôle métier. Donc, tous les organismes vont être centralisés dans ce référentiel unique. Tous les contrôles qui vont être faits par l'ensemble des organismes, pas que l'URSSAF, par l'ensemble de ces organismes. Ce référentiel sera mis à dispo des entreprises et des éditeurs de logiciels. Et l'idée, c'est de déployer les contrôles via les CRM. Octobre 2024, convention de partenariat entre l'ACOS, les URSSAF, les centres de MSA et l'AGIRC ARCO. L'idée, c'est de mettre en œuvre une coopération opérationnelle interrégime pour fiabiliser les DSN, les CRM et la DSN de substitution en cas de carence de l'employeur. Donc, les premiers travaux qui ont été menés sont sur le calcul du plafond de sécurité sociale, sur les assiettes et sur la réduction générale des cotisations. L'objectif, c'est qu'en 2028, il n'y ait qu'un seul CRM unique pour l'ensemble des organismes avec tous les retours de tous les organismes. Et en 2029, la généralisation de la DSN de substitution pour l'ensemble interrégime, pour tout le régime. Ça fait beaucoup d'informations, mais c'est les gros chantiers qui sont en train d'être mis en place sur 2028-2029. Alors, on va commencer par le chantier qui est déjà en place et qui continue d'être mis en place, c'est le processus de fiabilisation des données mis en place par l'URSSAF. On va partir de notre point zéro qui est le dépôt de la DSN mensuelle. Et l'URSSAF, son processus de fiabilisation, il est en 5 grandes phases. Les 2 premières phases de prévention et de correction sont déjà mis en place et et sont déjà disponibles, soit via NetEntreprise, vous les retrouverez sur NetEntreprise, sur votre compte URSSAF dans le suivi des DSN, ou directement, pour ceux qui sont équipés de SILAE, directement dans le suivi des CRM. La première phase, c'est la phase de prévention, c'est-à-dire que votre DSN mensuelle, si vous la déposez du mois M jusqu'à 4 heures après le dépôt, vous allez avoir le retour du CRM 119 avec des retours d'anomalies. Quand vous avez ce retour d'anomalie, vous l'avez immédiatement et là, vous avez la possibilité de corriger vos anomalies avant la date d'exigibilité
par le dépôt d'une DSN annule et remplace. Donc, si vous êtes en DSN au 5 de chaque mois, imaginons dans votre process de paye, donc du coup, c'est un impact dans le cycle de paye, dans vos cycles de paye, d'intégrer maintenant ce suivi des retours CRM, de revoir peut-être le calcul de la DSN et la déclaration DSN. Donc, la phase de prévention, si imaginons vous êtes au 5 et que vous déposez votre DSN le premier de chaque mois, 4 heures après, vous allez avoir de suite le CRM 119 qui va vous retourner les anomalies données par l'URSSAF. Ces anomalies, vous avez la possibilité de les corriger immédiatement avant l'exigibilité du 5 en déposant une DSN annule et remplace. La deuxième étape, c'est la correction, donc via le CRM 120. Le CRM 120, donc c'est que vous allez déposer votre DSN pour votre date d'exigibilité, exemple 5, et ce CRM 120, il est mis à dispo par l'URSSAF 5 jours après la date d'exigibilité, donc aux alentours du 10, du 11 de chaque mois. Ce retour CRM, pareil, vous le retrouvez soit sur votre compte URSSAF, si vous êtes sur CELAI sur le suivi des CRM. Et là, il va falloir corriger les anomalies à l'exigibilité la plus proche, donc c'est-à-dire pour la prochaine DSN. Ensuite, on va avoir, et vous allez déjà avoir, et on prendra la roadmap après au niveau du planning, ce qu'on appelle le CRM de rappel annuel, qui est le CRM 124. Ce CRM de rappel annuel 124, il est mis à disposition des employeurs au mois de mars de chaque année. Exemple, là, courant mars-avril, parce qu'ils ont pris un peu de retard, courant mars-avril 2025, vous allez recevoir des CRM de rappel annuel de la part de l'URSSAF sur les données qui ont été déclarées courant 2024. Donc, ils vont remonter les anomalies à corriger avant la substitution. Donc là, pour cette année, on est dans une phase de répétition. Donc, il n'y aura pas de pénalité ou de mise en demeure, mais il faut quand même corriger les anomalies ou formaliser l'opposition parce que l'anomalie, elle peut être justifiée et dans ce cas, vous devez formaliser auprès de l'URSSAF via votre compte URSSAF l'opposition sur cette correction, sur cette anomalie. L'URSSAF va instruire les oppositions, d'accord, qui ont été motivées entre le mois de mars et le mois de juin de l'année N+1. Donc là, pour l'année 2024, c'est entre mars et juin 2025. Et la dernière étape, c'est les étapes de correction, d'information et de prévention. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'URSSAF, une fois qu'on sera en 2026, va faire ce qu'on appelle une DSN de substitution, c'est-à-dire qu'elle va se substituer à l'employeur en faisant une DSN. Et quand elle fait une DSN de substitution, elle vous informe via un compte-rendu de post-substitution pour vous dire quelles sont les données qui ont été corrigées par l'URSSAF. Si ces données ont un impact sur les cotisations URSSAF, pour les recalculer, ça donne lieu à une mise en demeure s'il y a besoin, à une mise en demeure. Et pareil, vous avez la possibilité de contester auprès de vos organismes. Alors, les contrôles URSSAF entre, je dirais aujourd'hui et 2026. Donc là, on a de plus en plus de contrôles URSSAF et il faut savoir que tous les 6 mois, l'URSSAF lance un contrôle de ces DSN. Donc là, on est sur le mois de mars. L'URSSAF est en train de faire des contrôles. Elle fait deux contrôles essentiellement, là, sur ce mois-ci, sur le mois de mars, via toujours les CRM 119 et 120. Ce sont les contrôles liés aux bases plafonnées et aux bases déplafonnées pour les temps pleins et pour les temps partiels.
Il y a un 7e lot de contrôles qui va intégrer 7 contrôles en juillet 2025, où pareil, là, il va plutôt intégrer un 3e contrôle. Alors, je parle de ces 3 contrôles-là parce que c'est le 3e contrôle toujours sur les bases plafonnées et déplafonnées pour les salariés à temps partiel cotisant comme un temps plein. Pourquoi ces 3 contrôles-là sont importants? C'est que la DSN de substitution qui va se faire sur l'année début 2026, elle se fera que sur ces 3 données pour le moment. C'est-à-dire que si le courant 2025, vous avez des retours de la part de l'URSSAF sur ces 3 contrôles et pour lesquels il n'y a pas eu soit de correction, soit d'information auprès de l'URSSAF pour dire que c'est justifié, ben, l'URSSAF sera à même d'établir une DSN de substitution sur ces données-là. Donc, je vous parlais tout à l'heure du CRM de rappel 2025 qui est une répétition générale, hein. Donc ça, c'est ce qui va arriver entre aujourd'hui et le mois d'avril. Donc, vous allez recevoir un CRM de rappel sur des données qui ont été contrôlées de l'année 2024 et à corriger ou à fiabiliser ou à informer l'URSSAF si c'est justifié. Donc là, pour l'année en 2025, pour les données 2024, il n'y aura pas de pénalité et il n'y aura pas de DSN de substitution. Alors, pour tout ça, il va y avoir un accompagnement à la compréhension et à la résolution de ces anomalies via 2 moyens. Le premier, via un outil complémentaire qui sera disponible sur le site de l'URSSAF qui s'appelle Suivi DSN. Et pour les clients équipés de SILAE, dans votre suivi de CRM, des retours des CRM, vous avez également l'outil qui est intégré qui vous permet de corriger cette anomalie et vous avez tout un état de suivi de ces normes néo-NRS avec les procédures de correction. Et par contre, sur l'année 2025, en cas de redressement, si vous êtes en contrôle URSSAF, c'est un contrôle URSSAF qui est en cours, l'URSSAF va faire des DSN de substitution V1 en cas de redressement et ce sur l'année 2025, mais sans retour au déclarant. Il n'y aura pas de retour au déclarant, mais ils feront une DSN de substitution. Alors, on va faire un focus sur des anomalies, notamment liées au taux AT dans le CRM de 119 et sur les nouveaux CRM qui sont attendus en mai 2025. Alors, d'abord, les retours liés au taux AT. Donc là, c'est la problématique, c'est qu'on va avoir des traitements, les CRM 134 sont très difficilement accessibles. Donc là, soit il n'y a pas de date de modification, pas d'identification, des différenciations qui sont des erreurs liées au taux AT. On n'a pas de visu sur quel est le taux AT qui n'est pas renseigné. Donc, du coup, il y a eu des outils qui ont été livrés. Alors là, je le montre au niveau du SILAE et qui ont été améliorés pour pouvoir traiter ce CRM de rappel, CRM 34, et qui se fera soit en manuel, soit en automatique si vous êtes équipé de SILAE avec cette fameuse de code section interne qui va être renseigné automatiquement ou modifié. Quand c'est modifié, vous avez des codes couleurs complètement différents dans le suivi des taux AT au niveau du module gestion du taux AT. Donc, pour ceux qui sont équipés de SILAE, vous avez un nouveau module depuis ce mois-ci qui est la gestion du taux AT et on a cette remontée automatique. Et chaque remontée est identifiée via un flux. L'alerte visuelle, pareil, dans votre suivi des CRM et dans l'état d'avancement, vous allez retrouver les anomalies liées au taux AT. En un clin d'œil, vous avez une petite alerte orange qui vous dit qu'il y a un retour sur les anomalies taux AT, ce qui va vous permettre de les corriger et de traiter le CRM 119. Donc, si vous n'êtes pas équipé de SILAE, donc vraiment se rapprocher de votre interlocuteur habituel ou alors toutes ces infos-là, vous les retrouverez également sur votre compte URSSAF, les retours CRM.
Focus sur le CRM 121 et le CRM 121, c'est l'identité, des collaborateurs. Donc, pour les clients qui sont équipés de Silae, hein, alors depuis que, il y a des retours, CRM d'anomalies sur des identifications salariées, vous avez un pop-up qui arrive au moment où vous allez ouvrir votre dossier parce qu'il réceptionne automatiquement ce CRM. Vous avez une alerte au niveau du dossier. L'idée, c'est de gagner du temps parce que faut commencer à être collecter les informations auprès des salariés. Et vous avez la possibilité d'ignorer l'alerte, hein, si vous voulez la traiter plus tard, mais il faut penser à traiter ces alertes du CRM 121. Alors, le logiciel peut vous proposer 2 corrections, hein. Le premier cas, c'est des corrections, un peu intelligentes, donc il va retrouver, via l'envoi de la DSN, il va mettre à jour directement et il l'indiquera en vert et en rouge si par contre, on a le nom, la date de naissance ou le NIR qui sont en erreur. Donc là, il faut vraiment ces 2-3 données, à bien, renseigner au niveau de la paye et à bien fiabiliser avec vos salariés. Et enfin, ça mettra à jour la fiche salarié. Ça, c'est une nouvelle fonctionnalité. Si vous validez le retour du CRM 121, ça va aider à mettre à jour automatiquement la fiche salariée. Donc, si vous êtes équipé de solutions qui viennent importer automatiquement le nom, ce nom de naissance, il faudra également mettre à jour vos outils RH. Donc là, on a une identification claire du collaborateur et à partir du retour CRM 121, on accède directement à la fiche du salarié concerné par l'erreur ou l'individu non trouvé. Le suivi de pilotage des retours CRM dans Silae, hein, donc là l'objectif c'est de gagner du temps et de l'efficacité, hein, c'est que vous centralisez au fait toutes les données liées à la paye, tous les retours liés à vos CRM dans un seul point d'entrée, c'est votre logiciel de paye. À partir du logiciel de paye, vous déposez vos DSN, les retours, vous les retrouvez directement sur le logiciel et à partir du logiciel, vous traitez avec un statut des données qui ont été traitées, qui ont été non traitées ou en attente. Je vous remercie pour cette participation. Nora, j'ai une première question. La réforme des JISS d'avril 2025 doit-elle être appliquée à tous les arrêts de travail? Alors, la réforme sur les IJSS, elle concerne que les arrêts qui vont démarrer, qui ont une date de début d'arrêt à compter du 1er avril 2025 et elle concerne que les maladies non professionnelles. Merci. Le versement mobilité régionale concerne-t-il toutes les régions et quelle taille d'entreprise? Alors, le versement mobilité, il concerne toutes les régions, donc sauf l'Île-de-France, parce qu'il y a déjà le versement mobilité, et les entreprises d'au moins 11 salariés. Merci. Question suivante. Quelles sont les conséquences d'une répétition générale CRM 124 mal gérée? Alors, le CRM, les CRM de rappel qui vont arriver là entre mars et avril, pour les données de l'année 2024, ils vont être plus informer l'employeur et idéalement apporter les corrections. Par contre, il n'y aura pas de pénalité. Mais ça veut dire donc c'est que, un, il faut également s'assurer et fiabiliser les données de l'année 2025, parce que 2026, par contre, si les données de 2025, l'URSSAF revoit les mêmes erreurs qui vous ont déjà été communiquées dans le CRM de rappel, nous, on vous invite vraiment à apporter les corrections ou à informer l'URSSAF des actions que vous mettez en place pour corriger tout ça. Mais pour l'année 2025, sur cette période-là, il n'y aura pas de pénalité. Les nouveaux CRM 34 et CRM 119 vont-ils nécessiter des mises à jour des logiciels de paie? Alors, comme je vous le disais, là, le Sénat ce qu'il est en train de mettre en place, c'est qu'ils sont en train de labelliser des éditeurs de logiciels.
Donc je ne sais pas comment quels sont les éditeurs et comment les autres éditeurs vont pouvoir le gérer, mais en tout cas, ils sont, alors censés pouvoir, gérer et vous accompagner dans cette gestion-là, hein. Il y a une fiabilisation des logiciels de gestion qui ont mise en place, mais ces CRM, si vous les avez pas au niveau du logiciel, en tant que gestionnaire de paie, vous pouvez les retrouver sur votre compte URSSAF. Donc l'URSSAF, elle vous demandera, de consulter votre compte tous les mois. Alors, vous parlez de l'URSSAF concernant les CRM, mais est-ce aussi le cas pour la MSA? Il y aura également la MSA. Mais pour le moment, la MSA, il y a un décalage, mais la MSA sera concernée par les CRM de rappel. Sachant qu'en 2028, il n'y aura qu'un seul CRM pour tous les organismes, MSA, URSSAF, tous les organismes. Mais la MSA est concernée par les CRM de rappel, oui. Merci beaucoup. Eh bien, c'était notre dernière question, il me semble. Notre webinaire touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site abscissiborg.com dans rubrique événements. Et pour vous tenir informé des actualités de vos solutions et d'Abscissiborg, vous pouvez également nous suivre sur notre page LinkedIn. Merci à tous. Une très bonne journée. Merci Nora. Merci, au revoir.